Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp, plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonsoir, bonjour DMG, bonsoir, bonjour la communauté DMG. Alors, je reviens pour une petite histoire qui a été racontée par ma mère et sa copine d'enfance. Ma mère, quand elle était plus jeune, c'était des genres de filles où on dit, on les appelle chauves-souris, où on dit, on les appelle aussi Bana Baboya Tongwetana. Donc les enfants qui ont refusé que le soleil se lève. Bon, les Congolais comprennent l'expression. C'est-à-dire que des filles de nuit, des filles qui sortent, qui font la vie. Ma mère, elle fait partie de ces filles-là. Elle faisait partie de ces filles-là, puisqu'elle est devenue une dame et tout. Donc ma mère, quand elle était plus jeune, avec ses copines, c'était un clique d'amis. Un clique d'amis qui faisait la vie en ville. Leur objectif, c'était de sortir avec des hommes friqués, des hommes qui ont l'argent, les hommes bien. Et c'était aussi des filles qui avaient la chance de tomber sur ces, ces hommes-là. Dans leur clique, ils avaient tout genre de personnes. Quand j'ai tout genre de personnes, vous comprenez. Il y a des gens que nous, on appelle chez nous deux fois deux fois. Deux fois deux fois, c'est des hommes qui se comportent en femmes. Pour faire court, des gays, des PD, toutes ces choses-là. Et du coup, eux, ils avaient l'habitude de droguer les hommes là. Quand il y avait l'occasion, hein, DMG, ils prenaient je sais pas, les produits pour endormir les gens. Quand ils sortaient dans les boîtes de nuit ou dans un restaurant ou bien à l'hôtel, des fois, ils mettaient ça autour de leur poitrine, sur leur poitrine. Quand le monsieur se perd là dans sa poitrine et tout, le monsieur s'endort. Oh là là, elle vole l'argent. Ou même des fois, même ça a glissé les petites poudres là dans leur boisson. Dès que les messieurs là prennent les boissons, les messieurs là s'endorment. Et c'était ça leur vie. Et quand c'est comme ça, ils devaient courir. Des fois même, elles volaient les millions, des milliers de CFA, des francs CFA. Vous connaissez les blancs qui partent en Afrique se chercher. Il faut même les noirs et tout. Mais c'était plus, ils volaient plus les étrangers. Parce que comment tu peux voler un homme qui vient, qui fait partie de ton pays? C'est impossible. Il va te retrouver. Alors qu'un étranger, il vient, il fait son business, il rentre. Ou bien il est là pour un temps, pour 1 an, 2 ans, après il lui part. Donc c'était ça. Et quand elles faisaient leurs histoires là, une fois ma mère me dit que, ah, j'étais avec un blanc, j'ai volé son argent. Je lui ai mis, comment on dit, la poudre, un truc là, les médicaments autour de ma poitrine. Et le monsieur, il s'est perdu au milieu de ma poitrine. Il a bu, il s'est endormi. Quand il s'est endormi, ils se sont retrouvés à l'hôtel. Ma mère a dit, moi, Nanga, ma fille, genre mon enfant, j'ai pris la mallette. J'ai volé l'argent qui était dans la mallette, puisque c'était une mallette avec des codes. Donc, je ne pouvais pas ouvrir pour vider la mallette dans l'hôtel. Donc, j'ai volé la mallette. Et quand on vous parle des hôtels, c'est des grands hôtels, hein. Et les hôtels que vous connaissez, les noms là. Excusez-moi, c'était une parenthèse. DMG. Ma mère, elle a pris la mallette, elle a volé, elle est partie chez elle, à la maison. Elle a caché. Reste pour toi. Non, non, non. Elle revient encore à l'hôtel, dans la chambre, dormir avec le monsieur. Le matin, maintenant, ah, on a dormi toute la nuit, on a chillé. Moi, je t'ai fait plaisir. Donc, il faut que tu me payes mon argent.
Le monsieur, il cherche la mallette, il n'y a pas la mallette. Ma mère lui dit, hé, ne me ramène pas de midi à 4 heures du matin, s'il te plaît. J'ai été avec toi toute la nuit, on a dormi ensemble. Donc, si tu ne veux pas que j'appelle la police, paye-moi mon argent. Et comme c'était un monsieur étranger, il avait peur. Je me suis dit que moi, je n'ai pas... Il a dit, cherche-moi la solution, moi, je ne veux rien comprendre. Ma mère dit que c'est moi, j'ai volé la mallette du monsieur. Mais regarde ce que je fais à ma fille. Maintenant, il y avait une de ses copines aussi, elle était dans ces histoires-là. Elle a volé c'était leur vie, voler l'argent, faire les histoires, les bijoux ou quoi. Donc, tout ce qu'elle va trouver DMG, elle doit prendre. Elle doit prendre la vie risquée. Une fois, il y avait une de ses copines, elle a volé, comment ça s'appelle, elle a pris les bijoux en argent, en or d'un monsieur. Il y en avait beaucoup. Apparemment, elle nous expliquait qu'elle savait, à l'époque, je ne sais pas si maintenant toujours, genre, savait la valeur de 4 parcelles, des grandes entières. Parce que chez nous, tu peux acheter les parcelles en demi-terrain. Donc, on disait, elle savait la valeur de 4 parcelles. Elle a volé. La nuit, là, maintenant, elle cherchait à traverser le fleuve. Elle dit, l'heure où moi, j'ai déjà fait les choses graves, là, on va me rechercher dans tout le Congo, là. Il faut que je m'enfuis à Congo-Kinshasa. Donc, la nuit, elle a cherché tout possible pour traverser en canot rapide. Elle a dit, tout s'est bien passé. J'arrive, je paye, tout ça là et tout. J'avais l'argent, j'avais de l'or, j'avais tout sur moi. Les chaînettes en or, tout ça là et tout, j'avais tout sur moi. En traversant, en arrivant au milieu de l'eau, DMG, le canot rapide ne veut plus marcher. C'est là maintenant la personne qui est en train de conduire lui dit que, ah, là où on est, hein, il y a Billy Mama, genre les esprits de l'eau. Il y a une dame qui s'est présentée qui a dit que tu ne peux pas traverser son eau avec ce que tu as sur toi. Ma chérie, tu as quoi sur toi? Ma tata là me dit maintenant qu'elle ne comprend pas. Ce que le monsieur lui disait à l'époque là, elle ne comprenait pas. Comment ça, Billy Mamaï? On est toi et moi dans le bateau là. Et toi, tu me parles de Billy Mamaï. Genre, toi, tu me parles des esprits des eaux. C'est quel esprit des eaux que toi, tu entends ou toi, tu vois que moi, je ne vois pas? Moi, je n'ai rien sur moi. La tata me dit que je ne comprenais pas. Ma tata me dit que je ne comprenais pas ce que le monsieur me dit. Le monsieur dit que, ah, ma chérie, si tu veux que toi et moi, on meure à cette heure-ci, ici, là, il faut que tu puisses jeter ce que tu as sur toi dans l'eau. Mais moi, je ne comprends pas. J'ai de l'or sur moi, j'ai de l'argent sur moi. Elle veut que, tu veux que je jette quoi? Le monsieur dit que, ah, réfléchis très bien. La dame dit que elle va pas te laisser traverser son fleuve avec ce que tu as sur toi. Il faut que tu jettes ça dans l'eau. Le monsieur commence à lui poser des questions. Genre, commence à citer ce qu'elle avait sur elle. Tu as quoi? Tu as quoi? Elle a commencé à dire que non. Elle a commencé à répondre aussi. Le monsieur dit, mais voilà, tu as les bijoux sur toi. Les bijoux là, jette ça dans l'eau. Ma tante, elle a pris, elle a enlevé tous les bijoux, elle a jeté dans l'eau. Elle a dit, quand j'arrive à Kinshasa, elle a regretté. Genre, ma fille, j'ai regretté. Donc, j'ai travaillé pour rien, vraiment. Tout, j'étais dans l'eau. Maintenant, avec le temps, elle est restée au Congo Kinshasa et tout. Elle est revenue encore sur Brazzaville. Et il y avait une époque là où à Brazzaville, les Prado, les voitures de luxe, les grandes voitures là, avaient toujours des vitres fumées. Et on nous interdisait de monter dans une voiture fumée parce qu'on trouvait les corps des femmes coupés, DMG, les seins, les parties intimes là. Excusez-moi, nos parties intimes à nous les femmes coupées. Donc on va retrouver encore sans les seins, sans la poitrine, sans nos parties intimes, on coupait. On disait que les enlèvements se font par des grandes voitures fumées. Il y avait même une interdiction que le président il avait mis au Congo-Brazzaville. Je ne sais pas si les gens se souviennent de l'époque, c'est dans les 2000, 2005 ou 2000, 2004 ou 2006 comme ça. Ma tata maintenant, elle s'est retrouvée avec un autre type, mais c'était un black. Un black qui venait des pays étrangers, des musulmans et tout ça là et tout. Elle me dit, ma fille, le monsieur là, je l'avais volé. J'avais l'habitude de le voler. Lui-même, il dormait avec moi, il se réveillait, des fois, il ne trouvait pas ses trucs et tout. Et je lui prenais des petits trucs que je trouvais qui étaient de luxe et tout. Des petites montres, des petits trucs comme ça. Petits, à l'argent, je voulais. Maintenant, un jour, DMG, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur avait compris que ma tata, c'était son genre. Il a dit, celle-là, je vais la tuer aujourd'hui.
en partant à l'hôtel DMG. Quand elle dort dans son sommeil, elle se réveille. Elle voit un homme qui s'est transformé à moitié humain, moitié serpent, et qui était prêt à la tuer à la minute. Manetta dit, j'ai crié Jésus. Je me suis réveillée, j'ai couru dans l'hôtel la nuit à poil. Parce que c'était des filles de Congo RDC qui venaient faire leur vie, de Congo Kinshasa qui venaient faire leur vie au Congo Brazzaville. Donc à tout moment, pouvaient traverser, partir dans le retourner à Kinshasa. Donc c'était ça leur vie, voler, prendre des histoires et tout, vivre quoi, enjoy. Comme on dit au jour d'aujourd'hui, et rentrer au Congo Kinshasa. Elle a dit, ma fille, j'ai alerté tout le monde. J'ai alerté toutes mes amis, j'ai alerté. Ma mère me dit que à l'époque, ta tante là aussi, elle était grave. Depuis le jour là, elle a dit qu'elle sortira, faire encore la vie. Sortir la nuit comme les chauves-souris, boire encore de l'alcool. Après, c'est pas une sainte au jour d'aujourd'hui. Mais elle dit, elle, les histoires là, elle ne fait plus. Elle ne fait plus. Elle dit que, mais comment je fais si je ne me suis pas protégée, si je ne m'étais pas protégée à l'époque? Parce que eux, quand ils sortent comme ça, là, les filles que vous voyez, les filles de nuit qui se connaissent même là, elles ne sortent pas vides comme ça. Non, non, non. Elles aussi, elles partent quelque part, quelque chose. Elles comptent sur quelque chose pour leur protéger. Voilà un peu mon histoire pour aujourd'hui. J'espère que j'étais pas très long. Au passage, je voulais parler à Sagesse de Paul. Pardon, la communauté DMG, vous qui nous suivez dans les commentaires, vous avez énervé la sagesse de Paul. Pardon, arrêtez avec ça. On ne refuse pas vos commentaires. On ne refuse pas, comment dire, quand vous voyez quelque chose qui ne va pas. Mais il y a une façon, il y a une manière de parler. S'il vous plaît, arrêtez un peu de frustrer les autres qui viennent raconter des histoires. Arrêtez un peu avec ça. Le monsieur, si on le perd aujourd'hui, il vient plus monter dans les histoires et tout pour raconter. Comment nous allons faire? DMG a besoin des audiences, il a besoin des vues, il a besoin qu'on raconte des histoires pour faire vivre la chaîne. Arrêtez, on a déjà perdu, je ne sais même pas, on n'a plus de nouvelles de tonton Alex. Tata Lina ne monte plus. Sagesse de Paul encore, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus monter à cause de vos commentaires négatifs. Arrêtez avec ça. Et le monsieur, il a été bien précis en disant que quand vous venez ici, il y a des gens qui racontent des histoires ici. Vous ne savez pas que si c'est des humains, si c'est des gens normaux, si c'est des esprits. Arrêtez de frustrer des gens. Ne donnez pas, n'ouvrez pas vos portes aux gens pour vous faire du mal facilement. Au passage DMG, je vais raconter une petite histoire sur ce que Sagesse de Paul, il a dit. Il est très sage, ce monsieur. Moi-même, vous me voyez, je mange, je raconte mes histoires là. Je sortais avec un type mystique. Comme je connaissais mon gars, je connaissais la personne avec qui j'étais. Mais vous connaissez nous les gens comment on est. Je suis partie énerver le monsieur là. Et le monsieur là me disait, genre arrête de m'énerver et tout. Moi j'étais là en train de m'amuser à lui dire, même si tu t'énerves, tu vas faire quoi? Énerve-toi si tu veux. Vous connaissez nous les femmes avec nos bouches. Le monsieur il n'avait rien dit. Mais j'ai dormi. La nuit quand je partais, c'est ce que j'ai vu. Ah non, 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 non. Arrêtez d'énerver des gens. Arrêtez de frustrer des gens. Moi, depuis ce jour, de ce que j'ai vu que je ne peux pas expliquer ici. Parce que je ne sais même pas ce que j'ai vu, comment je peux l'expliquer. Et c'était le monsieur qui était venu à moi. Genre, c'était pour que... Parce que moi, dans la journée, je lui avais dit, énerve-toi si tu veux. Si tu t'énerves, tu vas faire quoi? Il voulait me montrer qu'il était fâché. Voilà ce qu'il avait fait, ce qu'il avait fait. Depuis ce jour-là, moi, je n'énerve plus. Je ne cherche plus à énerver les gens gratuitement. Je ne cherche plus à frustrer des gens. Vos commentaires nous aident. Mais il y a une façon de parler. Il y a même quelqu'un dans les messages qui s'est amusé à dire, ah, tu vois, si on te dit tu parles beaucoup, tu vas encore te fâcher. Et il y a des gens qui viennent encore rigoler. Mais pourtant, il est en train de vous dire, de vous avertir. Arrêtez avec ça. Après, si demain, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, vous allez vous dire, ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que telle ou X chose m'arrive? Mais non, parce que tu as énervé un type comme ça. Imagine, tu te réveilles un matin, tu énerves tonton Alex. Hein? T'imagines de ce qu'il peut te faire à distance. Vous pensez que quelqu'un pour vous faire du mal, il doit être seulement une membre de ta famille ou bien je ne sais pas quoi. Arrêtez avec ça, la famille, arrêtez. Aidez-nous pour nous améliorer, pas à nous critiquer, pas à nous, comment dire, descendre.
s'il vous plaît. Likez, aimez, commentez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Coucou, je suis encore là pour une autre histoire. Voilà. L'histoire se déroule toujours au Côte d'Ivoire. Voilà. Pendant que nous, on se promenait pour vendre les médicaments, les vendeurs ambulants. Voilà, on se promenait. Et on allait dans un village de, comment on appelle ça? Un village de Fresco. Fresco, c'est une ville de la Côte d'Ivoire, l'ouest, je ne sais pas trop l'ouest ou quoi là. C'est que c'est une ville de la Côte d'Ivoire. Donc, on est allé à Fresco pour aller vendre nos articles. C'est comme ça qu'on allait dans un village, ou du moins dans un campement, non pas campement, dans un village en tout cas, mais c'est trop éloigné de la ville de Fresco. Nous sommes allés là-bas pour aller vendre. Et comme nous sommes arrivés dans le village là, le village, c'était loin, en tout cas, c'était situé dans la forêt, pas si forêt, bon, en tout cas, c'était loin de la ville. Et comme nous sommes arrivés là-bas, on est allé travailler, on se promenait les matins, on se levait, on dormait chez le chef du village et le matin, on sortait le président de la jeunesse et le matin, on se levait pour aller vaquer à nos occupations, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça, nous étions 3, nous sommes rentrés dans une cour. Quand nous sommes rentrés dans la cour là, d'abord c'est moi qu'ils avaient appelé, c'était un monsieur qui m'avait appelé pour prendre le médicament que je vendais. Donc du coup mes frères m'ont accompagné. Quand nous sommes rentrés, je suis rentrée pour mes positions, j'ai vu une petite, je ne sais pas si c'est une fille, mais c'est un garçon, mais un enfant qui était assis. Elle avait les pieds croisés comme les gens de la Mecque s'asseyent là. Ceux qui vont à la Mecque là, comment ils s'asseyent là, c'est comme ça. La petite était assise, les pieds croisés entre en tout cas, je ne sais pas comment je vais décrire ça, mais elle était assise comme ça. Donc, c'est comme ça. La petite, quand elle m'a vue, c'est-à-dire que quand je l'ai regardée, elle avait, un côté était femme, l'autre côté était garçon. Donc du coup, je ne sais pas s'il va dire qu'elle avait deux sexes, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment il va décrire ça. Mais la petite avait deux faces en fait, elle avait deux faces. Donc de l'autre côté, il y avait une boucle d'oreille qui était là, de l'autre côté. Et dans l'autre sens, quand tu regardes à sa gauche, c'est un homme. Quand tu le regardes de droite, quand tout le visage te regarde à droite, c'est une fille. Tu vois? Donc, moi, tout de suite, j'ai eu peur. J'ai eu la chair des boules de ma tête jusqu'à mes orteils. J'ai eu trop peur parce que je n'ai pas compris le truc. Donc, la petite, quand je suis rentrée, je ne sais pas comment elle a senti mon odorat, mais elle a commencé à pleurer. Ses parents disaient que non. Ses parents essayaient tant que bien de la calmer. Ses parents essayaient de la calmer, tout et tout. Hey, excusez-moi, je suis sur la route. Vraiment. Donc, ses parents essayaient de calmer la petite. Moi, je suis partie. Moi, j'ai vendu ce que moi j'avais à vendre. Mais je suis que j'avais peur. Je tremblais. Je n'avais pas à parler même pour décrire même la posologie du médicament. Et puis, c'est en sortant, il y avait un petit garçon qui m'avait accompagné pour me montrer la route. Vu que mes frères, ils s'étaient aussi un peu éloignés pour vendre leur part. Donc, le petit garçon m'a accompagné. Et c'est le petit garçon qui m'a dit que Tanti, tu as eu peur. Je lui ai dit oui, bien sûr que j'ai eu peur. Et ça, le petit a dit que non, que la petite là, que l'enfant que tu as vu là, c'est pas un humain, que c'est un génie, que c'est mon papa, c'est lui qui il protège la maison. Parce que le vieux en question, c'était un féticheur. Voilà. Donc, c'est l'enfant là, ça veut dire l'être là, voilà, qui protégeait la maison, tout et tout. Mais quand elle voit quelqu'un qui a un esprit plus supérieur à elle, elle n'est pas tranquille, elle pleure, elle se met dans toutes ces agitations, tout. Bref. Donc, c'est un peu ça mon histoire au DMG. Donc, apparemment, c'est la petite là, l'être en question, qui rapportait la clientèle et l'argent, en tout cas, aux vieux. Voilà. Donc, c'est un peu l'histoire. C'est pas en toute chose. Confions-nous à Dieu. Voilà. Confions-nous à Dieu parce qu'il y a des endroits où tu t'en vas. C'est facile même de ramasser un démon. Parce que tu es rentré pour aller consulter ce que tu sors avec quand tu traverses cet enfant-là. Ce que tu sors avec. Tu ne sais pas ce avec quoi tu sors de chez eux.
Donc, en tout cas, faisons attention à là où nous mettons les pieds. Quand tu rentres dans un coin, il faut toujours confier, même si c'est pour aller faire quoi. Il faut confier toujours là où tu mets ton pied au Seigneur, à ton Dieu, qui puisse te préserver. Voilà, donc c'est un peu mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Salut DMJ, j'écoute beaucoup ton émission. Ah, ça me rappelle beaucoup de choses. Et vraiment, la force à toi. Il n'y a que des personnes spéciales comme toi qui peuvent sortir ce genre de concept. Et ce genre de concept est vraiment édifiant parce que nous, on est habitués généralement à avoir des trucs, mais toi, ton concept, il est vraiment comme génial. Je m'excuse, j'ai comme delete, c'est-à-dire supprimer la première note vocale. Je vais comme te raconter ma petite histoire à moi. De toute façon, quand je suis né, je n'ai pas connu mon père. Et puis, je n'ai même pas connu la famille paternelle et tout. Parce que ma maman a toujours été mystérieuse sur le côté paternel. Bien que j'ai essayé à maintes reprises d'aller chercher mon papa, mais rien. Et je me souviens, quand j'étais à Yaoundé au Cameroun, rien n'allait. Genre, à l'école, catastrophique. Dans la vie, catastrophique. À chaque fois quand je faisais quelque chose, ça n'avançait pas. Genre, je ne sais pas comment expliquer ça. Tu vois, quand tu fais peut-être un concours, tu es déjà presque à la fin, on sait qu'il y a ton nom, ça n'a pas fonctionné. Je t'assure que j'ai fait presque 14 concours au Cameroun. Et concours, donc ça veut dire examen d'entrée. J'ai fait capier, niet, tout. Ma maman, elle se battait aussi pour donner l'argent, même quand on partait faire le choco. Le choco, ça veut dire même donner l'argent pour qu'on écrive mon nom, ça ne fonctionnait pas. Alors, au collège de la place là-bas, Simbok, là, j'aidais un des enseignants. Il y avait un étudiant dans ce collège qui, lui, c'est un successeur. Et puis le successeur, lui, un jour, il me dit, il m'appelle pas mon nom, il me dit, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Je pense que tu devrais faire quelque chose. Mais là, il a juste ce métier évasif. À l'époque, là, je sais pas, quand vous connaissez Mendon, derrière le lycée de Mendon, il y a un couvent des sœurs. J'étais parmi les garçons, les personnes les plus pieuses de tout genre. Parce que tu vois, quand tu sens que ta vie ne va pas, mais il manquait juste seulement un petit truc, mais je ne savais pas c'était quoi le truc. Je vivais dans un monastère, je partais dans le monastère en volier, je priais pour que non, ma vie se débloque parce qu'il y avait toujours quelque chose qui bloquait. Donc, quand l'étudiant, là, il avait parlé ça, puisque c'était un étudiant ami, j'avais pris ça comme à la légère. J'avais dit, puisque moi, j'ai été élevé complètement dans le Christ. J'avais été élevé dans le Christ. J'avais été élevé dans... Bref, le genre d'enfant qui va naître dans le Christ, quoi. Donc, et puis, un bon jour, ma maman, elle vivait dans au centre des handicapés. Au centre des handicapés, il y avait une église là-bas, là où elle allait souvent consulter, elle allait souvent prier beaucoup parce que ma maman, elle était le genre de femme qui priait vraiment beaucoup pour tout le monde. Elle pleurait tous les jours parce que tout ce que je faisais, ça ne fonctionnait pas. Je suis même allé asseoir, rien. Bref, et elle avait peur que le fait que je suis trop ancré dans l'église et que rien ne fonctionne, ça va faire en sorte que peut-être je me tourne vers la rue. Donc, un jour, ma maman était comme ceci dans la rue. Et puis, il y a une madame qui vient. La madame lui dit, ma maman perd son âme, bien sûr. La madame lui a dit, maman, dis à ton fils d'aller chercher son père parce que le problème qu'il a, ça vient de son père. Elle est partie. La maman est restée comme ceci. Elle était haut. De quel droit elle parle comme ceci? Mais elle est restée calme, ma maman. Elle est restée calme. Et puis, qu'est-ce qui s'était passé? J'étais allé la rendre visite.
Et puis moi, j'aimais beaucoup jouer. Tu vois, après, vers le centre des handicapés, quand tu vas aller vers Mendong, il y a comme des raccourcis. Il y a un grand terrain de football là-bas. Je jouais là-bas. Et puis, il y avait un championnat de vacances, je jouais. Et puis, il y avait un match que j'avais gagné. Et puis, je m'étais fait remarquer là-bas. Donc, il y avait un monsieur qui est venu. Il m'avait comme embrassé. Après, il m'a pris à côté. Il m'a dit, mon fils, tu n'as que des choses éphémères qui réussissent dans ta vie. Mais les choses concrètes ne réussissent pas. Cherche ton père. Cherche la famille de ton père. Et puis, je suis resté, tu sais, dans la joie, la mouvance et tout. Je n'ai pas vraiment comme catché. C'est quand je suis arrivé à la maison avec des amis, on était en train de couper nos castels, on était là dans le chapalo à côté, on tapait les commentaires. La maman, elle aimait beaucoup venir rester à côté de nous et puis écouter nos conversations parce que c'était quand même une maman de l'heure. C'était une maman de l'heure. Donc, c'est là où mon ami qui était à côté, le Kenfi, et puis il me dit, yo, tu as même hier ce que le pâté là, t'as dit que en ce temps, tu dois aller look ton pâté. C'est là où, désolé, je vais traduire pour les gens. Donc il m'a dit, est-ce que tu as entendu ce que les gens ont dit? Parce qu'en ce temps, il faudrait que tu cherches ton papa. Et puis moi, je lui ai dit qu'il laisse ça parce que moi, je m'aviais dans Jésus, dans Dieu, et puis c'est ça là. Après, on s'est bien parlé, et puis c'est quand je rentre à la maison avec la maman, puisque ma maman, elle m'a eu étant jeune, elle m'a eu quand elle avait l'âge de 19 ans, à son âme. Et puis, quand je marchais avec elle, souvent on pensait que c'était ma grande sœur. On marchait et puis elle m'arrêtait dans le bras, elle me dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on parle des trucs? C'est là où je lui ai dit, ah non, là, c'est un monsieur là qui m'a dit que si je n'agis pas vite, j'aurais que les choses éphémères. Et puis c'est ça. C'est où elle me raconte son histoire aussi. C'est où on reste comme ceci, intrigué dans la soirée. Et puis ma maman et moi, on restait souvent comme ceci. Et puis on passait souvent des nuits dehors. Là-bas au marché du centre handicapé. On reste intrigué. C'est le lendemain qu'on tombe et puis on s'en va voir un prêtre. Le prêtre prie sur moi et puis il dit ceci que tu dois aller à la confrérie Frère Joseph de vote. On tombe là-bas, je m'en vais, je rencontre un oncle là-bas qui est dans la confrérie de Frère Joseph. Il me dit non, si tu veux, tu vas entrer dans le séminaire, puis si tu as le charisme, tu es bien pieux, blablabla, tout ça là. Je suis entré là-bas, mais je ne me sentais pas tellement. Parce qu'il fallait que j'aille chercher quelque chose de concret. Je ne sentais pas vraiment. Donc, un jour, je parlais avec le prêtre, mon oncle, frère Joseph là-bas. On était parti, on préparait, je pense, c'était la caravane mobile du frère Joseph, le blanc qui passait souvent là. Et puis, je parlais avec mon oncle. C'est où mon oncle me dit ceci que, malgré le fait que nous sommes des Africains et que nous avons donné notre vie en Christ, je pense que on doit apprendre à chercher nos origines. Quand elle a parlé comme ça, c'est là où moi je l'ai maintenant expliqué que oui, en parlant de ça, il y a une madame, ça va faire dire cela quelques temps, elle m'avait dit ceci, et puis c'est ça là. Mon oncle a dit, prie Jésus, il va te donner il va te donner le vrai chemin. Je priais beaucoup, je faisais des neuvaines, puisque je vivais chez ma mère, à cheval entre ma mère, le monastère et je faisais des petits jobs qui ne fonctionnaient même presque jamais. Donc ma vie était toujours là en train de tourner sur place. Tu vois, je gagne un boulot ici, je gagne l'argent ici, là, mais l'argent là, ça s'en va juste seulement dans les dettes. Donc ça veut dire, tu travailles uniquement pour payer tes dettes. Je suis resté là, et puis on allait voir, ou bien c'est une magicien. La magicienne a dit, je pense que ton Dieu que tu pries est venu 2 fois te le dire. Tu dois chercher la famille de ton père. Donc, tu sais déjà ce que tu as fait. Mais il y avait une condition. Si moi je dois chercher la famille de mon père, il faudrait que c'est avec mon propre argent. Donc je dois garder quelque chose. Elle n'a pas donné la somme, elle a dit, tu dois garder une somme importante pour aller dans la famille de ton père. Quand tu vas arriver là-bas, tu sauras. Ta situation va se débloquer.
Mais tu sais, entre-temps, pendant l'année, là, je travaille avec des ONG, même si on ne me payait pas. Et on m'avait proposé le visa pour aller au Canada, en Belgique et en Australie. Je te jure que j'avais fait la procédure, genre, les papiers étaient limpides. Parce que j'avais comme l'aide et le soutien des amis. Tous les papiers étaient limpides. On ne m'a pas donné le visa. C'était en 2014. On ne m'a pas donné le visa. Toutes les associations là étaient même surpris. Comment ça, on ne m'a pas donné le visa? La même année, j'avais fait le concours de l'armée de l'air. Il y avait un réseau là qu'on a placé. Le monsieur, à la veille des résultats, avait sorti la liste comme ceci. Il avait dit, voilà la liste, va déjà, tu fais tes bagages. Parce que tu vas aller te faire former. Ou bien c'était où là? C'était le concours de l'armée d'Afrique centrale, quelque chose comme ceci. Donc on devait aller, je pense que c'était au Gabon, quelque chose comme ceci, s'est fait former. Et il m'avait donné la liste. On avait déjà tout acheté. Quand la liste est sortie, il n'y avait pas mon nom. Mystérieusement. Et ça, j'ai pris la liste qu'on m'avait donnée, il n'y avait pas mon nom. Même pas. Le jour là, j'avais fouillé, j'avais cherché mon nom. J'avais commencé à chercher même mon prénom. La partie ceci, partie cela. Rien. C'est où ça m'a lavé le cerveau. J'ai dit à la maman qu'il faudrait que je travaille. Je suis allé, j'ai tapé les dalles. Je ne sais pas. Tu sais, ça veut dire taper les dalles. Donc, ça veut dire j'ai charbonné. J'avais gardé comme une somme de... C'était 90 000. J'ai dit à la maman que viens, on s'en va. On a pris le bus. On est arrivé à Ndungué. Ndungué, c'est mon village natal. Là où la famille de mon père est. Quand on arrive à Ndungué, là-bas, j'ai à peine que, je te jure, à peine que je mets mon pied au sol, que je commence à avoir des vertiges. Quand j'arrive dans la maison de mon grand-père, un monsieur là est arrivé, il me dit, je t'attendais. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, ni WhatsApp, rien. J'étais, what? Tu m'attends comment? Il me dit, on m'a dit dans la nuit, dans les songes que tu venais, si tu entres dans la maison de ton père, tu vas mourir. Ce que tu vas faire, va, tu attends de chez moi. Je ne connaissais même pas le village parce que ça a fait depuis ma naissance que j'avais quitté là-bas. Je suis allé, il m'a accompagné chez lui. Il est arrivé, il a travaillé. Après, il m'a dit, mets-toi en prière parce que je sais que tu es un boy, une personne qui prie beaucoup. Mets-toi en prière, fais la neuvaine Marie qui défait les nœuds. Fais le chapelet, tu mets Marie qui défait les nœuds. Mais n'oublie pas que tu es un Africain. J'ai fait la prière et puis, quand mon oncle est arrivé, c'était mon oncle paternel, puisque mon papa paternel, mon papa n'a pas voulu me voir. Mon oncle, il est arrivé, il était à genoux, il s'est mis à pleurer. Pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Que c'est quoi qui m'arrive? Donc tout ce qui ne fonctionnait pas dans ma vie, c'est à cause de ma grand-mère paternelle que rien n'avance dans ma vie. Pourquoi? Parce que elle m'avait maudit et puis elle est allée voir un tradipraticien ou bien un marabout pour maudire toute la descendance de mon papa. Parce que mon papa l'avait frappé. Elle avait maudit toute la descendance. J'étais, je n'ai rien fait. C'est lui qui a fait des trucs. Donc, il a dit, bon, on va travailler, on va comme travailler et puis on va faire ceci. C'est où maintenant j'appelle mon oncle à la confrérie. J'ai dit mon oncle, c'est pas la même famille. Je lui ai dit que pardon tonton, est-ce que tu peux descendre ici parce que la maman, la voix elle est là, elle pleure beaucoup. Et puis parce que ma maman n'arrivait pas à comprendre que pourquoi est-ce que entre les parents, les enfants doivent écoper. Mon oncle était ça. Et il avait voyagé toute la soirée, il était revenu le matin on va dire c'était à 8 heures. C'est au cas où ils ont commencé des trucs, des prières, genre que, à un certain niveau, je sentais fébrile et puis, je me suis évanoui. Quand je suis revenu sur moi, il m'a dit, prends ça, tu pars sur la tombe de ta grand-mère. Tu dis les mots que je vais te dire. Il m'a dit des mots, je ne vais pas dire. J'ai tout récité, tous les mots, en récitant des prières, des cantiques dessus. J'ai pris la nourriture, j'ai versé. Donc, comme chez nous, les Bamileke, tu vas verser sur la tombe. J'ai pris la bière, j'ai versé. Parce qu'il fallait que c'est mon argent moi-même qui nourrisse. Parce qu'il fallait apaiser. Quand on a terminé ça, le même jour,
Je me suis levé, puisque mon papa avait refusé de me voir. Le même jour, je me suis levé et puis j'ai pris le bus de la nuit, je suis rentré. On a passé quelque chose comme 6 mois. Je te jure, je te jure, DMC. L'année qui suivait en 2015, tout ce que je faisais s'est mis à fonctionner. Tout. Quand je dis tout. Et j'ai encore eu une proposition pour venir au Canada. L'année-là, tellement que j'avais remboursé les dettes et payé des trucs que je n'avais plus rien. Je t'assure, ma documentation pour venir au Canada, c'était juste 4 formats. C'était la demande de visa. C'était tout. Les trucs qu'on demandait souvent de remplir, là, je n'ai pas fait. Je n'avais pas mis parce que pour moi, ils me disaient que bouf, ça ne va pas donner ma vie, c'est au Cameroun. Parce que souvent, ça fonctionnait, souvent, ça ne fonctionnait pas. Mais au moins, si tu voyais une amélioration. Mon visa n'a pas fait 2 semaines. La deuxième semaine, ils m'ont appelé que yo, tu fais quoi? Ton visa est ici depuis 3 jours. Tu fais comment? Donc, j'avais eu Canada, j'avais eu la France, j'avais eu l'Allemagne. Comme les blagues comme ceci. Oh, je n'avais rien demandé. Moi, on m'appelait juste souvent comme ceci que yo, tu viens prendre tes trucs là. C'est un peu ça. Donc, c'est juste pour te dire, c'est juste seulement pour dire à nos. C'est vrai, j'écoute beaucoup ton émission et puis je vois des gens vont parler, oui, nous sommes des Africains, nous sommes ceci. Souvent, on a tendance à comme négliger nos traditions. Comme mon oncle, comme je dis, mon oncle dit souvent, c'est la religion qui est venue trouver l'Africain ici. Et l'Africain avant la religion avec des coutumes. Donc, il ne faut pas négliger nos ancêtres. À chaque fois qu'on a quelque chose, même un petit 10 000, il faut faire un tour au village. Si tu es Bamileke, si tu es ceci, tu pars, tu nourris même ton village. Tu pars, tu nourris ceci. Il n'y a rien de mal là-dedans. Tu pars, tu donnes peut-être à manger aux enfants du village, sans être arrogant. Tu pars, tu donnes peut-être à manger à tes ancêtres et tout ça là. Parce que c'est ça, honnêtement, que je fais. Et quand j'ai toujours des problèmes, je descends au Cameroun, la première chose que je fais, c'est d'aller au village pour dire merci à tous mes ancêtres. Bon, c'est un peu ça, mais j'ai plusieurs histoires qui me sont arrivées, donc ça ne veut pas dire que la vie était comme ceci. Je vous invite massivement à vous abonner aux pages et de faire beaucoup de likes pour la page DMC. Et puis, merci, à bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Coucou. Bonsoir DMG, bonsoir la famille DMG. Bon, je viens comme ça vous raconter ce que j'ai vécu hier. Ce que j'ai vécu hier dans un cimetière, ici au Gabon, à un enterrement. Je suis désolée, excusez-moi. En fait, ça m'amuse un peu. Je vais vous raconter l'histoire, vous allez écouter. Ça m'amuse un peu parce que d'un côté, c'est amusant, c'est vrai, et de l'autre côté, je réalise en fait que les morts ne sont pas morts. Les morts ils sont vraiment parmi nous. Bon, hier, j'étais à l'enterrement du petit frère d'une amie de ma copine. Elle a perdu son petit frère. Donc, hier, comme ça, c'était la levée des terres. Nous étions à l'enterrement hier. Nous étions à l'enterrement hier. Ah, monsieur DMG, je vous assure que ce que j'ai vu hier, là, j'ai jamais écouté une chose pareille dans un cimetière. Donc, c'est comme ça. Bon, déjà, dans sa famille à elle, ça, c'est son 3e petit frère qui décède. Il y a tellement de décès bizarres. C'est une famille, bon, je sais pas, mais je sais seulement qu'il y a tellement de décès bizarres là-bas. Donc, c'est comme ça hier, après la levée de terre, nous sommes partis pour enterrer. Nous sommes allés inhumer le corps au cimetière. Un cimetière, je vais taire le nom du cimetière. Sinon, beaucoup risquent de se reconnaître là-dedans. Donc, en allant enterrer le corps. C'est comme ça, on arrive à l'entrée du portail. Le gardien même, j'étais même étonnée de voir que le gardien même, vu que c'est le même cimetière où ils enterrent tous leurs morts là-bas,
la famille en question. Le gardien même n'était pas surpris de les voir. Le gardien les connaît déjà, le gardien du cimetière. Donc du coup, lorsqu'on arrive, le gardien dit que oui, vous encore la famille, bon, je vais donner un nom comme ça parce que ça c'est au Gabon. Je vais donner un nom comme ça, genre par exemple la famille, la famille Moussavo, voilà. Oui, vous encore la famille Moussavo, vous êtes encore revenu ici là. Le papa de ma copine dit que oui, il y a quel problème? Nous venons pour inhumer mon fils, j'ai perdu mon troisième fils, machin. Non, 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 non. D'abord là, où vous amenez votre corps là. J'espère que vous lui avez bien parlé. Hein. Celui que vous avez enterré l'année passée là, hein, il est têtu. Ici, il ne comprend pas quand on lui... Non, je vous assure que j'étais tellement dépassée. Je n'ai jamais vu ça. J'étais vraiment dépassée, quoi. Le gardien du cimetière, il dit au père de ma copine que toujours vous, votre famille là, je vous préviens déjà, lui que vous venez enterrer là, il faut lui parler, hein. Parce que celui que vous êtes venu enterrer l'année passée là, il ne reste pas tranquille, il ne reste pas chez lui. Tous les autres ici se plaignent. Non, j'ai jamais vu ça. Tous les autres ici se plaignent. Les autres ici se plaignent, il n'est jamais chez lui, il ne reste pas tranquille. Il passe tout son temps à provoquer les gens. Quand vous êtes venu ici, à la Toussaint, je vous ai prévenu. Là, vous emmenez encore un autre mort. Je vous préviens encore. Parlez à celui-là. Moi, je suis fatiguée de régler ses problèmes. Il embête trop les autres ici, il perturbe beaucoup les autres. Il quitte chez lui, il va emmerder les autres là-bas chez eux. Et c'est pas normal. Les autres se plaignent. Tout le temps, les autres se plaignent ici, là. Attention, parlez à vos morts. Parlez à votre mort. Oh. Mais j'étais même dépassée, je suis restée de comme ça. Je regardais le type et je me attends. Il est sérieux. Non, DMG, je vous assure que le monsieur était tellement sérieux. Je n'ai jamais vu ça, sincèrement. Il était tellement sérieux qu'on aurait dit que, effectivement, le mort est venu se plaindre, les autres morts sont venus se plaindre du comportement de l'autre, de fin frère de ma copine. Le monsieur, vraiment, il était remonté, il était vraiment fâché. Il a présenté un fouet un fouet au papa de ma copine. Il présente le fouet, il dit, vous voyez ça, non? Si jamais les autres viennent encore se plaindre, moi, je vais le fouetter avec ça, oh. Je vais le fouetter avec ça. Si la personne qui est dans votre famille, là, la personne lui a vendu, il n'a qu'à l'embêter la personne qui lui a perturbé. Faut qu'il laisse les autres tranquilles. Parce que les autres sont tranquilles, hein, les autres n'embêtent pas. Ils sont ici, là, ils rentrent, ils sortent, ils se baladent, ils font comme ils veulent. Non. J'étais dépassée. Attends. Le papa, j'ai reposé la question au gars. Mais excusez-moi, vous dites quoi? Ils font quoi? Non, 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 ma fille. Ils rentrent ici, ils sortent ici, ils se baladent comme ils veulent. Mais ils n'embêtent pas les autres. Mais lui, là, qu'on a amené là, l'homme Moussavou, là, qui est là-bas, là, lui, là, il ne reste pas tranquille. Il perturbe les autres ici, là. Même quand ils sont assis là-bas sous le grand arbre, là, en train d'éveiller, il peut perturber les autres. Oh, monsieur DMJ. Oh, putain. J'ai jamais entendu une chose pareille. Non, mais à un moment donné, c'est amusant, c'est vrai. Et c'est aussi triste parce que à la fin, tu te rends compte que la personne, en fait, ne repose pas en paix. Il a sûrement été tué. La personne ne repose pas en paix. S'il passe déjà son temps à emmerder les autres comme ça dans le cimetière, c'est là où je me suis rendu compte que vraiment le cimetière aussi, c'est un autre monde en fait. C'est vraiment un autre monde. Les morts ne sont pas morts. Donc en fait, nous les vivants, nous sommes là. On vit notre vie et eux, ils sont là-bas. Ils vivent aussi leur vie étant avec nous, sauf que on ne se voit pas. Oh, c'est compliqué cette histoire-là. Bon, voilà, c'était tout. C'était mon histoire et merci encore de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Je reviens encore au DMG. Je voulais aussi souligner quelque chose. Les féticheurs qui font des pratiques, souvent que dit je te donne 2 ans
tu vas faire ce médicament d'argent là pour 2 ans, ou bien 3 ans, ou bien 4 ans. Et après, pour finir, l'homme finit par mourir par accident ou bien par mort subite, quelque chose comme ça. Et à Lagos où je suis, il y a un jeune homme qui est vraiment petit. Comme moi, je ne suis pas un partisan du fétiche, mais ça ne m'empêche pas d'avoir comme ami ou bien connaissance féticheur, ou bien parce que moi, je suis vraiment curieux. Je suis curieux de savoir beaucoup de choses dans ces pratiques-là. Et j'ai approché un jeune homme qui est féticheur. Lui, bon, comment il a eu ces fétiches-là, c'est quelqu'un qui a été genre héritier, mais comme il était un peu petit, il avait commencé à partir de 16 ans, je pense bien. Mais présentement où je vous parle, il a 23 ans, je pense bien, 23 ans, 24 ans. Et lui, il est en contact avec vraiment des gens vraiment compliqués, forts, et des gens aussi qui vont en Inde, parce qu'il est en contact aussi avec les féticheurs aussi en Inde. Donc, c'est des contacts qui se sont fixés avec le contact de son père, et puis avec d'autres connaissances. Et le petit me disait que comment les gens font ces genres de trucs. C'est pourquoi lui, il conseille beaucoup les gens. Si lui, il peut te proposer de te faire de médicaments d'argent. Mais s'il doit te faire médicaments d'argent, il faut que tu aies un métier. Mais ce métier que tu as là, il faut travailler pour toi-même. Comment lui, il fait ça? Il peut faire de sorte que il va te dire, bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux pour un cabri, pour un chien, ou bien pour un être humain. Ou bien, si tu peux trouver Mercure. Mercure, c'est le meilleur, c'est-à-dire que c'est le meilleur. Mercure, c'est la matière minérale qu'on trouve dans le sous-sol, qu'on appelle mercure. Si tu peux trouver un peu de mercure qui est vraiment petit, quelque chose même qu'on peut prendre comme avec le pincé de doigt. Seulement si tu as ça c'est plus pratique et c'est plus bon. Tu n'as pas besoin de renouvellement. Et ça, pourquoi lui préfère le mercure? Le mercure, c'est genre comme longévité pour les génies. C'est-à-dire que quand tu as le mercure, tu peux prendre ça, tu peux contrôler tous les génies que tu veux. C'est-à-dire qu'ils sont à ta guise. Si tu as le mercure, tu vas et tu fais des incantations, ils apparaissent, tu leur montres le mercure, ils vont te servir. C'est-à-dire que c'est eux qui vont te servir. Ce que tu veux sur la terre, là, tu leur dis, ils vont aller. Si c'est l'argent tu veux, quelle que soit la somme, quelle que soit la monnaie, tu leur donnes les ordres, eux ils vont. Ils t'envoient la somme, quelle que soit la somme. Ils vont t'envoyer et tu leur donnes un peu de mercure. Le petit mercure que tu as là, tu peux partager ça à 1000. C'est-à-dire que tu peux leur donner un peu. C'est-à-dire que le pincé de mercure que tu as là, tu peux prendre ça un peu, même donner ça à 1000. Parce que eux, ça leur donne longue vie et ça leur donne plus de force dans les royaumes. Donc, ça, c'est plus simple. Si tu as ça, si tu as le mercure que tu prends, c'est pourquoi lui, il aime beaucoup les féticheurs indiens. Les féticheurs indiens, si tu es avec eux, c'est eux qui contrôlent les génies. Eux, ils contrôlent les génies, comme lui aussi contrôle les génies. Donc, si tu vas le croiser pour certains trucs, comment il fait? Ou bien il peut te dire, bon, faut me donner, bon, 10 000. 10 000, ça c'est un exemple. 10 000 naira. Tu lui donnes les 10 000 naira. Tu payes un poulet blanc, tu payes, ça c'est un petit. Ça c'est pour une petite somme de 1 million, 2 millions jusqu'à 5 millions. Donc si tu payes ces genres de matière là, tu lui donnes ton numéro de compte.
et tu es assis. Après, tu vas recevoir un alert, c'est-à-dire que tu vas recevoir un message dans ton banque. Tu vas vérifier, c'est l'argent, soit 1 million. Tu peux prendre les 1 million là, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de répercussions. C'est-à-dire qu'ils te donnent cet argent. Ça, c'est un coup, ça vient seulement un coup. Tu prends l'argent, tu investis. Tu investis dans quelque chose. Et puis, si tu as la chance, tu avances, tu ne vas plus devenir pauvre encore. Et l'argent, c'est ça seulement. Ça, il n'y a pas de répercussions. Un autre encore qui m'a expliqué, il dit pour le pour le chien, ils prennent ça, ils font le médicament, tout avec la chair et le cœur du chien et le sang. Ils vont faire ce médicament-là. Après qu'ils fassent ce médicament, ils prennent... il faut que tu aies un métier. Par exemple, tu es un couturier comme je suis, ou tu es... comment on appelle ça? Seulement, il faut avoir un métier. Donc, quand tu es là, un jour, tu vas recevoir la visite de quelqu'un. Tu vas dire que c'est quelqu'un qui lui a donné tes coordonnées, que tu fais la couture, qu'il veut faire des commandes. Comme il veut faire les commandes de 1 million d'habits. Mais combien ça va lui coûter? C'est que toi, tu as comme intérêt, tu dois seulement lui dire combien tu as. C'est-à-dire combien tu peux faire ça. Mais il ne faut pas lui dire une petite somme. Parce que comment ça là, tu ne vas jamais coudre un habit, tu ne vas jamais faire quelque chose. Il faut lui dire seulement que tu veux 20 000 milliards de dollars. Tu lui dis, c'est-à-dire qu'une somme qui va te servir à jamais jusqu'au dernier de tes jours. Parce qu'à part ça, tu n'auras plus d'autres argent. Et quand tu vas lui dire la somme, il va te dire, bon, ok, il va aller dans sa voiture, il va t'envoyer des mallettes. Et c'est la somme que tu lui as dit là, qui serait dans les mallettes. Il va te dire, bon, il va revenir, tu vas lui donner une date. Et si tu veux lui donner une date, tu peux lui donner une date de 100 ans. Tu peux lui dire, bon, tu viens prendre les habits là dans 100 ans. Tu comprends? Ça veut dire que si tu lui dis que dans 100 ans, ça peut être le temps de durée de ta vie. Si tu lui dis que tu viens prendre ça dans une semaine, tu peux avoir l'argent et puis tu peux perdre ta vie dans une semaine. Tu peux lui dire, bon, tu viens prendre les commandes là dans 100 ans. Il va te dire, ok, j'ai compris. Il peut même discuter pour dire que les 100 ans sont trop. Est-ce que tu ne peux pas diminuer un peu? Tu peux lui dire, c'est ce que, parce qu'il ne peut plus retourner avec l'argent. Il doit te donner. Ça, c'est obligé. Tu vas lui dire, bon, c'est seulement ces 100 ans que je peux te donner. Parce que la commande est beaucoup. Donc, il faut que je prenne mon temps. C'est en 100 ans que je peux te donner. Et c'est comme ça, tu vas lui donner. Et il vient prendre la mallette, tous les mallettes, il vient, il te donne. Quand il va te donner, il va partir. Le numéro même qu'il a pris pour t'appeler, ça va disparaître dans ton téléphone. C'est-à-dire que tu n'auras plus le contact et ça, c'est l'argent que tu auras toute ta vie et tu peux réaliser, faire. Il n'y a pas de répercussions, il n'y a pas de choses. Dans 100 ans, la personne va venir réclamer. S'il doit réclamer, peut-être que c'est ta vie ou bien. Mais pourquoi ce genre de truc, c'est dangereux de faire? Parce que ce que tu lui as dit, peut-être que dans 100 ans, il va venir prendre ton âme, ou il va venir, je ne sais pas. Ça, c'est les répercussions parce que les féticheurs, malgré leur honnêteté, ils ne vont pas te dire tous les secrets cachés. Donc, tout ça là, qu'il va revenir dans 100 ans, tu lui donnes 100 ans, il va revenir dans 100 ans. Peut-être que dans 100 ans, il va venir prendre ton âme, il va venir prendre... Tu comprends? Ça veut dire que tu vas les appartenir. Bref, ça c'est autre part. Je reviens encore. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire.
YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Bonjour, bonsoir DMG, bonjour, bonsoir la communauté DMG. Alors, je reviens avec une toute petite histoire qui m'a été racontée par une de mes copines. Une maman qui avait ses enfants, qui vivait bien, elle était devenue veuve. Parmi ses enfants, vous savez, on a toujours une là dans la famille qui fait partie de la fratrie qui veut qu'on puisse la voir, on puisse la sentir. Elle a des rêves. Elle veut être. On dort, on se réveille dans le quartier. La dame, une jeune fille, elle est devenue riche. Quand je vous dis riche, riche. Et puis c'était une fille très jolie, très belle. Bon, d'après ce que ma copine m'a raconté, elle était très belle, elle était très jolie, il n'y avait rien à dire. La dame, elle est devenue riche. Elle offre des choses aux gens, elle achète une parcelle à sa maman, une voiture, elle paye les fournitures scolaires pour ses frères et sœurs. Et c'était la troisième des fratries. La maman, elle avait 5 enfants. Elle était la troisième des fratries. Elle prenait soin de la famille et tout. Elle, on ne la sentait pas. Dans le quartier, on devait la voir dès qu'elle débarque. Comme elle achète tout le casier d'alcool, de jus, de bière dans tout le quartier. Et on devait sentir qu'elle est là. Elle-même, elle disait Nganaza. Genre, moi, je suis une des filles comme ça. Plus les années passent, 2 ans, 3 ans, 4 ans. La maman perd son garçon. Vous savez, le chouchou des mamans, là. Les enfants où les mamans aiment beaucoup. Les chouchous, les bisounours des mamans. La maman pleure son bébé comme pas possible. La maman dit que, hé, moi, dans la maladie, dans les difficultés, j'ai eu tous mes enfants. Mon mari m'a laissé avec tous mes enfants. La maman commence à parler à son mari. Parce que son mari était mort. Elle a commencé à parler. Vous savez que chez nous, les Africains, on parle des fois aux morts. Quand tu es assise comme ça, tu parles. Elle parle, elle dit que, ah, toi tu es parti, tu m'as laissé avec les enfants. Tout ce que moi je t'ai demandé quand je suis partie t'enterrer au cimetière, de me protéger avec les enfants, de ne pas ouvrir la porte. Mais qu'est-ce que tu viens de me faire là? On vient de me voler un enfant. Mon enfant n'était pas malade. En sachant que l'enfant de la maman a fait 4 heures de fièvre DMG. 40 degrés de fièvre. Il n'était pas malade. On dort, on se réveille. Le petit commence à faire des fièvres. Un grand garçon de 17 ans commence à faire des fièvres. Fièvre. 4 heures du temps, on le ramène à l'hôpital des Chinois. L'enfant meurt. Il n'y a pas de maladie, il n'y a rien du tout. Pas de malaria, pas de typhoïde, pas de hernie, pas de quoi. Non, il meurt comme ça en fièvre de 4 heures du temps. Donc la maman comme ça dit que, ah, mon fils n'était pas malade. On m'a volé mon fils devant tes yeux. Et toi, tu as laissé quelqu'un nous prendre notre enfant comme ça. Maintenant, la maman dit que, ah, ok, pas de souci. La maman pleure son bébé. Pendant la veillée, sa fille, sa troisième enfant, débarque avec les amis. Les amis DMG, vous connaissez les amis où, hein, quand elles sont là, tapage. On doit les sentir. Parfum, oh parfait, l'odeur de parfum. On te parle des chaussures. On te parle des voitures garées dans le quartier cortège. On doit sentir. La fille, elle a fait tout. Cercueil, elle a acheté. Oh, veste, costume, quoi. Elle a nourri tout le monde. Tout le monde même partait, même manger là-bas la veillée. Le matin, tu te réveilles, tu te laves, tu dis que, oh, il y a la veillée du quartier. Là-bas, on va manger, on mange du pain, du café, tout. Chocolat, le lait, on va boire là-bas dans le quartier. La fille, elle a fait tout. Pour le deuil de son frère. La maman en enterrant son enfant. La maman a dit, DMJ, dans la mort, le jour où on lavait son enfant. La maman dit qu'il n'y aura pas de frère ou oncle qui va rentrer pour voir comment on lave son fils. Elle-même, elle va rentrer dans la mort pour faire tout pour son fils. Elle sera là. Elle a dit, j'étais portée 9 mois. C'est moi qui vais aller t'accompagner à ton dernier demeure. Et je veux te voir comment on est en train de te laver pour la dernière fois. DMG, la maman rentre dans la morgue. Ah, ce que la maman elle a fait là-bas dedans, nous, toi et moi, on ne sait pas.
On a sorti le cadavre de l'enfant, on a ramené le cadavre à la maison, on a pleuré, on est parti enterrer DMG. Ah, je dis DMG, 6 mois plus tard, la grande sœur est née. Elle commence à devenir un peu ma boule. Quand je dis la grande sœur est née, parce que celui qui était mort, c'était le cinquième. Et c'est l'aîné quand même chez le cinquième. Donc c'est la troisième de fratrie. Elle était devenue un peu ma boule, celle qui était devenue riche là. Elle devenue un peu ma boule. Je commence à perdre un peu. Des fois quand elle parle, tu comprends même pas ce qu'elle dit. Ce qu'elle raconte même, tu comprends même pas. La maman la regarde seulement, lui dit que toi, tu es sûr que tu n'as rien. Oh non, maman, je n'ai rien. Ah, mais pourquoi toi, des fois, quand on est avec toi, tu perds, tu deviens un peu bizarre, des fois, tu deviens folle. Tout le monde dit ça à ton travail. Tes amis même ne te comprennent pas. Tes domestiques se plaignent de ton comportement. On dirait qu'ils ont affaire à deux personnes différentes. La maman dit que toi, tu es sûr que tu n'as rien. Tu n'as rien fait. La fille dit que maman, je n'ai rien fait. La maman dit que tu es ma fille. C'est moi, je t'ai porté, c'est moi qui t'ai mis au monde. Si tu as fait tu as pris quelque chose de quelqu'un, dis-moi. La maman n'avait même pas l'idée que sa fille, qui était derrière la mort de son fils. La fille dit que non, je n'ai pas de soucis. Ah, un jour, on se lève, on se réveille, DMG. L'enfant a commencé à déchirer les vêtements. Rester nu. Commencer à parler. Non, la maman dit que non, non, là, c'est devenu un autre problème. On ramène l'enfant chez le pasteur. Le pasteur dit que là, le problème de cette fille-là, c'est trop pour moi. Elle, là, il faut la ramener au village. Ça fait partie des problèmes familiales. Il faut parler aux oncles, faire asseoir les oncles. Il faut la ramener, au village, faire asseoir les grands-parents, les arrière-grands-parents. Elle-même, elle va vous dire ce qu'elle a. Insister, elle finira par parler. La maman prend sa fille, ramène sa fille à Ifondo. Ifondo, c'est un petit village qui se trouve au Congo Brazzaville. DMG, la maman ramène sa fille à Ifondo. À Ifondo, là-bas, on fait asseoir l'enfant, commence à lui parler, lui demander. Ah, la fille ne veut pas parler. Oh, il y a maintenant le chef de la famille qui a 4 yeux. Vous connaissez les chefs de famille, les vieux qui ne viennent même pas en ville là. Elle dit, toi, si tu ne parles pas, je vais envoyer un des esprits te fouetter. Est-ce que depuis que tu es né, on t'a déjà giflé? Elle dit, non, non, papi, ce que je reçois déjà tous les nuits, là, c'est déjà suffisant. On me coupe avec des lames, on me coupe avec des gilettes, c'est déjà suffisant. La maman dit, on te coupe avec des lames, on te coupe avec des gilettes. Comment ça, une personne, on te coupe avec des gilettes, on ne voit même pas les blessures sur ton corps. Oh, maman, pardon, je veux parler. Tu vas parler, ok. C'est quoi le problème? Non, mon frère, c'est moi, je l'ai tué. Parce que j'étais en train de veiller les autres, mes amis, les enfants qui sont nés dans les bonnes vies. Moi, je ne voulais pas me stopper seulement là où je suis. Je voulais je voulais paraître. Je voulais qu'on puisse me voir. Donc, je suis partie voir un féticheur à l'autre là, à Sibiti. Sibiti aussi, c'est un petit truc, un quartier, je ne sais même pas si c'est en quoi, au Congo là-bas, je ne sais pas trop, parce que moi je ne suis jamais allée, c'est entre les frontières de quoi, de Dolisie ou de Gabon et Congo Brazzaville plutôt, ou Pointe-Noire, je ne sais pas trop, excusez-moi, donc je ne pourrais pas vous donner trop de détails là-dessus. Je suis allée là-bas, au début tout allait bien et tout, mais après je voulais arriver encore plus haut et tout. Je faisais des sacrifices, je prenais la vie des gens. Vous voyez tous les dons que je fais dans le quartier là. C'est pas parce que j'ai envie de le faire, mais c'était la condition. Ces gens-là, je devais prendre leur chance. Ces gens-là devaient m'aider à évoluer. Maintenant, je voulais arriver plus haut. Donc, je suis retournée encore à Sibiti là-bas. On m'a dit non de faire passer quelqu'un de très précieux, qui est très précieux pour ma mère. Donc, j'ai fait passer mon frère. La maman dit, ah bon. Moi, mes 9 mois. Tu sais, le jour où la maman commence maintenant à relater, vous vous souvenez le jour où je suis partie laver mon fils, où j'ai demandé personne ne rentre, que je veux être le seul. Elle dit, j'ai enterré mon fils avec l'âme, avec les choses. J'ai parlé à mon fils. J'ai dit, si c'était la mort naturelle, tu vas partir, tu vas rejoindre votre papa. Mais si c'est quelqu'un qui s'est amusé à t'enlever dans mes bras, à voler tes pieds devant mes yeux, tu dois suivre cette personne. La personne doit venir me dire qui elle est ou qui il est.
Voilà un peu ce que j'ai fait. Et c'est toi qui t'es permis à voler mon fils. Elles m'ont dit, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai rien à dire. Celui qui est parti, c'est mon fils, c'est mes 9 mois. Toi aussi, tu es mes 9 mois. Mais comme tu m'as déjà appris la douleur de perdre un enfant, donc toi aussi, si tu meurs, si tu ne meurs pas, c'est pas mon problème. Je lave mes mains. La maman s'est levée, elle a lavé. Et vous savez, c'était des gens, des mères de caractère. Vous savez, les femmes qui ont du caractère, là, quand elles disent I, c'est I, O, c'est O, non, c'est non. Voilà un peu mon histoire pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous avez appris dans ça, ce que vous avez compris. Voilà, likez, aimez, commentez. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.